Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ski Chrono Débrief, le deuxième spécial mondiaux Courchevel-Méribel. On avait fait un bilan de la première semaine de vitesse, on a basculé sur la technique, on a eu des belles courses, tant chez les filles que chez les garçons. La technique, le règlement de la technique fait qu'on peut assister à des scénarios improbables, à des remontées, à des retournements de situation. Voilà, bienvenue à toi, Marc, notre expert. Que dire de plus? J'ai déjà dit consultant, notre démonstrateur devant l'éternel, notre slalomeur à l'ancienne, notre slalomeur toujours moderne. Voilà. Marco, qu'est-ce que tu as pensé de ces épreuves techniques? Et on va commencer tout de suite par ce géant garçon sur l'Eclipse. Oui, bonsoir à toi, bonsoir à tous, Emmanuel. Ouais, oui, l'éclipse sur sur ce géant avec beaucoup de discussions, hein, on le sait très bien. Je pense que tu vas pas hésiter de m'en poser d'ailleurs un certain nombre. L'éclipse avec une particularité importante, c'est la visibilité. Surtout ça, c'est important. Et ensuite, bah, la qualité de la neige et le format de tracé. Ouais, on a vu des photos alors qui ont été évidemment relayées, hein. Moi aussi, je suis passé par la Rocco. Alors, sur le côté, hein, la ligne n'était pas autorisée et valait mieux pas que je m'y aventure. Il y a eu des photos assez spectaculaires avec du carrelage, de la patinoire. C'était l'enfer, c'était pas possible. Euh, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce revêtement? Alors, la partie au-dessus du géant, super géant de descente où les gars pouvaient s'entraîner, là, je peux te dire, c'était bleu de chez bleu, on appelle ça chez nous bleu de chez bleu. C'est-à-dire que même les cadors avaient du mal à tenir. Par contre, là, on retrouve un peu, tu sais, la même impression suivant les photos qui ont été prises. Tu te souviens, Schladming, on avait dit, waouh, c'est Ouais. bleu, c'est carrelage. Eh ben, c'est un petit peu la même idée qu'il y a eu. C'était dur, mais en jargon compétiteur, c'était grip. Quand même, c'était grip. La seule chose qui a posé problème, et notamment la première manche, sur cette piste-là, c'est la forme de tracé qui n'avait rien à voir avec la deuxième et qui a posé en fait un certain nombre de problèmes à tous ces champions. Parce que ce format de tracé, à mon avis, n'était peut-être pas le mieux pour cette première manche dans les conditions de visibilité, en tout cas de vision, et en tout cas avec la qualité de la neige. Ça, c'est clair. Ok, mais on n'est pas sur. Enfin, après, on peut se dire qu'on est sur des championnats du monde avec les meilleurs mondiaux et que c'est à eux de trouver les solutions euh, pour pouvoir performer. Alors, effectivement, c'est peut-être au dépend d'une forme de, d'une forme de spectacle. Oui, c'est vrai. Alors après, c'est le cursus, c'est la grande discussion aujourd'hui. C'est un règlement international qui permet, en fonction du dénivelé, de la longueur de la piste, un certain nombre de portes et surtout les formes de rayons. Donc là-dessus, bah, le gars, il a tracé une première manche comme il pensait être bonne. À mon avis, il s'est sérieusement trompé, ce qui a été relayé par nous tous, hein, par tous les médias du Ouais. monde entier d'ailleurs, en disant, bah ouais, c'est pas terrible à voir skier quand même les meilleurs de la planète sur ce format de piste et les conditions de neige et encore une fois de luminosité. Mm. Donc, c'était mieux en deuxième manche. Oui. Et on a beau faire, on a beau dire, on a beau retourner le problème dans tous les sens en géant, bah, à la fin, c'est tout le temps le même qui gagne, hein. Oui, tu as raison, Marco. Bim, allez, remets encore le couvert. Ceci étant, alors pour l'information, Schwarz nous claque quand même une magnifique première Ouais, manche. Et je ouais. pense que Marco, dans le choix encore de ses skis, mais surtout dans la première manche, j'ai trouvé qu'il avait un jeu vertical. Alors, c'est une grande tendance chez lui, hein. Flexion de cheville, hop, on avance le bassin, on avance énormément vers l'avant. Et souvent, j'ai eu l'impression qu'il en rajoutait de trop sur un rythme qui était très, très lent et qui fait qu'il avait presque un peu trop d'extension et qui perdait. Parce que quand tu es sur ces formats sur ces sensations de neige vraiment dures, glacées, eh ben, il faut éviter de trop décoller les skis. Et Marco, il Mm. en a peut-être un peu trop ajouté à la première manche qui a fait qu'on ne l'a pas trouvé vraiment à son aise. Et du coup, bah, je pense qu'il a corrigé avec Loïc Meyer, hein, parce qu'ils en ont longtemps parlé ensemble. Il a corrigé certainement une qualité de ski différente, mais surtout la façon dont il a skié la deuxième manche, pour moi, n'avait pas tout à fait la même chose
que lors de la première, où là, il a stabilisé tout ça sur le sol de gravité. Il avançait, mais surtout, il gardait le maximum de contact ski-neige et qui a fait qu'il a fait la différence sur cette deuxième manche. Ouais, tu en as parlé tout à l'heure. L'autre Marco Schwartz, honnêtement, alors oui, Marco Odermatt, impérial en descente, impérial en géant, mais finalement, difficile de passer sous silence la performance de Marco Schwartz qui repart seulement, on va dire presque seulement avec 2 médailles, mais qui a été presque l'homme de ces mondiaux. On l'a vu tous les jours. Et on l'a vu tous les jours jusqu'au bout, jusqu'à la ligne ou quelques portes avant. Hein. Ouais. Pour moi, c'est l'homme. Il est vraiment, il peut repartir satisfait de ses médailles, mais je pense qu'il est aussi passé à côté d'exploits extraordinaires parce que, comme tu l'as dit, super combiné, il attaque déjà, boum. Ensuite, il est là en descente, il claque les trucs, il est là en super G. En géant, il gagne la première manche. En slalom, Marco, c'était l'homme en forme, je pense. C'était Marco Schwartz, hein, pas Odermatt. Schwartz était vraiment, il s'était bien préparé. Et je pense que pour lui, il est passé un petit peu du magnifique, on va dire. Ouais. Pintu, top 7, dans le match, est plutôt satisfait d'être là, d'être acteur. Il fait une faute, mais il est là. Il a retrouvé, on a retrouvé le Pintu en géant qu'on avait un peu perdu de vue. Lui-même était plutôt content. Il sait où il a perdu les dixièmes. Alors que pour avoir longtemps discuté hier à l'issue des mondiaux, il m'a dit, enfin ce qu'il a dit aussi à beaucoup de gens, c'est qu'il y a plein de géants où à la fin, il ne savait pas où c'était, pourquoi, comment. Là, il était content de sa technique, content de son matos, ce qui est quand même assez rare cette saison. Et il est dans le jeu. Ouais, Pintu nous fait vraiment une grosse faute qui lui coûte certainement le podium, je pense, hein, vu la façon dont il a skié. Il avait son matériel qui fonctionnait bien, il a pu trouver les réglages et surtout le super combiné, le super G, tout ça l'a mis en confiance absolue. Il est chez lui, c'est vrai qu'il connaît parfaitement cette piste, donc il n'avait pas cette appréhension-là. Et donc Pintu nous fait un très beau géant et il a raison d'être tout à fait rassuré pour le restant de la saison, puisque je pense qu'il a trouvé le setup maintenant avec son matos et que là, il a montré vraiment ses qualités qui faisaient de lui le numéro 1 en géant il y a si peu de temps en arrière, hein, tout simplement. Ouais, clairement, deuxième de la deuxième manche à 1 centième. Ça faisait bien longtemps qu'il n'avait pas été deuxième d'une manche. Hein. Ouais, surtout avec les deux, nos deux Suisses, là, Ouais, le ouais, Marco et le Loïc. Donc, c'est preuve ouais. que Pintu est haut niveau sur une piste exigeante, encore une fois, sur un format très, très particulier. Mais en tout cas, bravo à lui. Il avait toutes les raisons, et nous aussi, de le voir très, très bien skier, notamment sur cette deuxième manche. Oui. Dimanche, le slalom, Marc, toi qui es slalomeur, c'est forcément un jour particulier. Et le slalom peut nous offrir des courses folles. Ce n'est pas tout le temps le cas. Hein. Mais en revanche, là, c'était vraiment le cas. Hein. 19 gars sous la seconde en première manche. Donc après, tout est possible. Et tout a été possible. Ouais, ouais. Moi, slalomeur, je suis monté, tu imagines, je suis monté très tôt pour faire la reco, double reco même. Aller voir un peu, me mettre au bord de la piste et de voir ce départ qui était très exigeant. Hein. Donc, on ne le voyait pas très loin à la télévision, mais tu pars portillon et au bout de la deuxième porte, tu rebascules encore sur une pente encore plus raide et qui a fait que les Suisses sont passés à la trappe, on va dire, schématiquement. Pas que d'ailleurs. Difficile d'engager, difficile de rentrer sur une pente aussi raide avec une piste qui n'était pas nécessairement verglacée, hein, encore une fois. Elle était suffisamment grippe pour eux, ce qui était très intéressant. Donc, mais en tout cas, deux formats de tracés, encore une fois, différents, complètement différents, et qui a fait vraiment le spectacle du coup. Parce que alors, qui a pu imaginer le résultat qu'on a vu hier, tout simplement, quoi.
Non, mais effectivement, Christo qui gagne, Henrik Kristoffersen. Alors, on sait que c'est pas le genre à lâcher le morceau. Oui, il était loin en place, 16e, mais à 9 dixièmes de la gagne. Ça veut dire qu'un Christo à moins d'une seconde est un Christo qui peut gagner, clairement. Et en deuxième manche, il a découpé le haut et il a plus que découpé le bas. On se demande même par où il est passé. Et après, il est allé jusqu'au bout. Ouais, Christo, moi, je ne suis pas tout à fait de ton avis sur le haut, parce que moi, j'étais carrément en dessous de la Il n'a rentrée. pas fait de faute, en tout cas. Et moi, je l'ai vu presque un peu plus à la peine. Par contre, sorti de cette quadruple, alors là, à partir de la quadruple, il a été intraitable, le mec, intraitable. Il a vraiment mis le gaz tout le long, et il a fait la différence. Encore une fois, tu l'as dit, je crois qu'il y avait quoi, Steven Amier, je crois qu'il est 18e Ouais, à une seconde à ouais, peine. Ouah, une seconde, ouais. c'était vraiment tout pour amener un magnifique spectacle. Et on a vu ce qu'on a vu entre la première manche, les mecs qui rentrent en première manche, et puis le résultat final avec cette deuxième manche qui vous a quand même bien tenu en haleine jusqu'au bout, c'est clair. Ouais, finalement, on n'en avait pas parlé après Chamonix, mais le dénommé Ginis, Edgy Ginis, grec, américain, blessé 6 fois au genou, qui est entraîné par un Français, Gabi Coulec, que tu dois connaître, Oui. un bon petit slalomeur de Coupe d'Europe, qui est parti faire ses études aux États-Unis et qui s'est retrouvé un pote avec le dénommé Ginis. Et Ginis, il fonctionne avec Andy, un Américain, et Gabi, et ils sont là entre potes, ils voyagent. Il prenait pas très souvent la qualif, il fait son podium à Chamonix. C'était soit il faisait une paire face à Chamonix, soit il fallait qu'il aille en Coupe d'Europe gagner les dossards. Et puis là, il skie comme il skie. Il s'est entraîné à Zinal avec Christophersen, puisque j'en avais discuté avec Patrice Morisot, et les échos qu'il avait, c'est que Ginis, il était au niveau sur les entraînements. Ouais, moi j'avais mis un bon ticket après la première manche. Je m'étais dit, bon, lui, il va nous claquer, il va être champion du monde. Mais ouais, c'est le système américain. Pour le Ouais. coup, on n'en parle pas suffisamment. Le système de l'université américaine, le système qui lui a permis de continuer ses études, de faire les NORAM là-bas, de faire des points, de continuer sa passion, et qui finalement, un peu tardivement, finalement sort, et sort très très bien. La preuve, c'est que qui aurait pu imaginer que avec un dossard 40 et quelques, je crois, je sais plus, à À Chamonix, Cham. à Cham, ouais, À Cham. Là, il avait le 24. Ouais. et qui est là, du coup, il est vice-champion du monde, le mec. En 15 jours, un peu comme avait fait Johannes Strolch, rappelle-toi, et peu Ouais. d'années en arrière, en partant à Delboden. Et du coup, oui, il est là, il est présent, il nous a fait une belle course, sur encore une fois, deux tracés différents. Et à ce sujet-là, j'ai pas compris, moi, encore une fois, l'allemand, puisque celui qui avait tracé le slalom Ouais. du super-combiné, c'est un allemand. C'était pas le même qui a tracé la deuxième manche. J'ai pas compris, parce que j'en ai parlé avec le papa de Angnon, en bas de la piste, et avec Pascal Sylvestre. Je lui ai dit, mais je comprends pas. Ce traceur, à la première manche, il est 2, il est là, il est placé pour faire une médaille, que l'autre, il va nous sortir une deuxième forme de tracé complètement différente. Que si tu es déjà bien la première sur un format, une type de traçage, qui est-ce que tu vas te compliquer la vie en imaginant hypothétiquement que ça pouvait peut-être passer dans des conditions de piste particulières et de neige aussi différentes? Parce que ça, ils n'ont jamais eu l'opportunité de pouvoir s'entraîner. Donc là, je pense que les Allemands, stratégiquement, en tout cas, moi, si j'ai une analyse à faire, là, il s'est carrément loupé, le mec. C'est carrément loupé. Et sur la troisième marche du podium, finalement, on s'était presque fait une raison pour Clément Noël. On s'est dit, bon, l'affaire est réglée. Et puis ça se joue avec beaucoup de sorties de piste, beaucoup de fautes, Breton. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il n'y en a qu'un qui n'a pas craqué et qui, pour une fois, arrive à faire 2 manches. Alex Vinazzer, l'Italien. À force, on se dit, comme Manu Feller, il va encore faire une graille, il va encore sortir. Mais non, il a fait ses 2 manches et ça joue rien. 3 centièmes. Et Clément est au pied du podium. Là, clairement, il sait où ils sont. Sur le haut de la première manche, il en a posé
bien 4 dixièmes selon lui, on n'est pas loin du compte. Alors oui, c'est impossible de refaire la course. En tout cas, ces 3 centièmes, on sait clairement où ils sont. Oui, oui, le Clément, il a dû ruminer, hein. Il a dû ruminer hier. Ça lui est resté là à la 4e place. Parce que bon, il skie à son niveau et sur cette banane, il se claque encore à l'intérieur. Encore une fois, sur son pied gauche, comme par hasard, Mmh. je dirais. Et là, moi, quand tu dis 4, à cet endroit-là, je pense qu'il en perd plus. Je pense qu'il en perd Mmh. beaucoup plus que ça. Donc, ben oui, c'est toujours des regrets. C'est le regret du slalomeur. T'enfourches, tu te mets une tôle, tu fais un intérieur et là, ça pardonne pas. Avec ça, il est pas loin du podium. Et tu as raison. J'ai discuté longtemps après avec, on s'est croisé d'ailleurs, hein, avec Piero Gross, ancien champion italien, qui m'a dit, alors vraiment, quand j'ai vu ça, l'autre qui tout le temps est dans tous les sens, avec encore une fois ses variantes, ses schémas de tracé complètement dingo. Et l'autre, le Vinatser, qui là, du coup, il est posé et il fait son ski et il est sur le podium. Parce que lui, ça fait un moment qu'il court après. Et Ouais, là, ouais, en plus, à la surprise générale, Vinatser, c'est clair. ouais, on l'avait un peu presque perdu de vue, puisqu'à force de faire des fautes, ben, il est plus dans les 15. On sait qu'il va vite. En plus, il a changé de matos. Il est passé chez Atomic cet hiver. On sait qu'il va vite avec ses skis, mais il va vite, mais pas longtemps, ou pas tout le temps. Bah, il a montré, hein, on a longtemps associé Vinatzer et Clément Noël, hein, le fameux slalom moderne, même année d'âge, un an de moins pour Vinatzer, même palmarès chez les jeunes. Ils se tiraient la bourre et ils arrivent ensemble, ils sont grands, et ils ont les mêmes segments, ils ont Vinatzer un peu plus solide. En plus, il rentre maintenant en géant. Enfin, mais finalement, Clément avait quand même avait pris de l'avance. Mais Vinatzer, on savait que c'était possible. Et puis, il l'a fait, pour le coup, il l'a fait au bon moment. Oui, oui. Alors, le comparatif technique, si je peux me permettre, Emmanuel, entre les deux, c'est que Vinatser, il a jusqu'à maintenant un problème d'équilibration avant-arrière, Ouais, essentiellement dit, toujours coincé avant-arrière. Et Clément, ça continue quand même un petit peu, latéral. problème latéral. Et puis, peut-être le combiné des deux. Et en tout cas, encore une fois, avec cette pente-là, très raide et tout, Vinatser, je me suis dit, il va se faire prendre avant-arrière. Là, tu as raison, hein, le fait d'avoir changé atomique, ski, chaussures, l'a, à mon avis, un peu mieux stabilisé justement sur ce plan avant-arrière qu'on l'avait vu avant avec Nordica qu'il avait. Bon, tant mieux pour lui, ça marche. Et là, une belle médaille de bronze pour les Italiens. Ça faisait un moment qu'ils couraient après. Une belle médaille de bronze pour les Italiens. Donc, ben, bravo à eux parce qu'il fallait, et encore une fois, hein, il fallait le faire hier. Il fallait le faire. Marc, on passe du côté des filles, on rebascule à Méribel, le roc de fer, le géant, tout était en place. Il y avait du public, il y avait de l'ambiance, la piste pas mal. Tessa fait le boulot en première manche. Elle est à 12 centièmes de Michael Schifrin. Tout va bien. Elle est dans le coup aux inter. Elle skie correctement. Et là, c'est le drame. L'intérieur, un peu courte un peu courte quand même, un peu directe pour attaquer cette porte. Elle se fait un peu descendre. La chaussure touche la neige. Et voilà, terminé. Ouais. Patatrac, patatrac. Quelle déception pour elle, d'abord, je crois, et puis pour nous tous. Mmh. Parce qu'on était persuadé qu'à ce moment-là, elle pouvait nous claquer le podium, voire même la médaille d'or. Chiffrine, un peu plus bas, fait quasiment la même faute. Simplement, ça ne lui Ouais. prend pas la godasse non plus, hein. Donc, donc là, ben, effectivement, que des regrets par rapport à ça. Ça tient très peu de choses, hein, sur ces. Alors, qualité de neige, on change. Parce que là, du coup, j'ai tellement entendu de versions. Ces neiges salées, encore une fois, qu'est-ce qui fait la difficulté de ces neiges salées? Autant géant, on va le traiter après en slalom, c'est que au moment où tu fais ton transfert, au moment où tu passes de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, il y a un moment donné, quand tu es dans ta phase parfaitement verticale, il faut charger dans la phase verticale ton pied pour permettre à ce pied d'être stable et d'éviter. Plus tu vas Mmh. l'amplifier latéralement, au moment où tu vas l'appuyer,
bah là, du fait que c'est un peu comme des billes, bah du coup, le pied, il part complètement. Réglé. Et ça, c'est un dosage avant-arrière et c'est surtout un dosage vertical qui est important. Alors certains sont arrivés à le faire, pas toutes, et je pense surtout en slalom. Donc du coup, c'est la difficulté de ces neiges artificielles, heu, mais aussi salées, ce qui était le cas chez les filles, contrairement aux garçons, où on a injecté. Et du coup, c'est ce qui a rendu cette difficulté autant en géant qu'on a pu le trouver aussi en slalom. Alors, on l'a vu, elle était vraiment contente, Mickaëla Schifrin, parce qu'on l'a annoncé multi-titré, multi-médaillé, et finalement, c'était son premier titre de la quinzaine, dans des conditions un petit peu particulières, puisque elle s'était quand même séparée de son entraîneur. Alors, séparée, c'est lui qui est parti. Hein. Il est parti quand elle lui a annoncé qu'elle n'allait pas le conserver dans son staff la saison prochaine. Elle était en stage sorcière et Mike Day, il a pris ses clics et ses claques, il est rentré aux États-Unis. Alors oui, il y a eu de l'émotion, oui, c'est jamais anodin de voir son entraîneur partir, surtout dans ces conditions-là, en plein milieu de championnat. Elle a réussi à trouver les ressources pour aller gagner le géant. Apparemment, ça lui a ça lui a quand même beaucoup coûté en énergie. Et on retrouve aussi sur le podium Fédé, Brignonnet, malade après son titre en combiné. Oui, en combiné. Et qui revient aussi au bon moment. Oui. Alors j'ai pas compris du tout, sincèrement, de grande championne non mais grande championne comme Schifrin qui annonce ça comme ça, la fleur au fusil et que le mec pète un boulon et qui rentre aux États-Unis. Tu attends en général, la fin des championnats Ouais. du monde qui Après, sont en on Belgique. Bon, ouais, après, on sait pas tout, hein, Marc. non, Enfin, non, on ne sait pas évidemment, sur le timing. On est évidemment. évidemment, le timing n'était pas souhaité. Donc, on imagine mal Michaela lui annoncer comme ça, de but en Non, blanc. non, non, non. Voilà, c'est revenu à ses oreilles. À mon avis, il est allé lui demander confirmation et après c'est le clash. En plus, Maïdé est pas, voilà, Ouais. il n'est pas né de la dernière pluie. Il a un gros CV, il a beaucoup d'expérience. Voilà. Ouais, en tout cas, elle a fait preuve, pour Hum, le coup, en géant Le d'une grande caractère. maîtrise, de caractère et de maîtrise. Heu, Là, elle a skié à son niveau. Fédé remonter comme un coucou parce que j'ai vu sa maman Maria Rosa après le Super G qui a été folle dingo d'être passée au travers, disant: «Bon, mais il y a plus que maintenant en géant à essayer de sauver la mise», donc Fédé est là, présente et puis voilà, que dire d'autre? Bah, la déception effectivement pour nous les Français, c'était ça. Ça, je crois que c'était le plus important. Un peu de Hum. tristesse pour tout le monde. Schifrin, le surlendemain, partait vraiment pour le doubler. Hein. On va dire qu'elle avait maîtrisé plus que dominé la première manche. C'était pas de la grande Michaela, mais elle fait le boulot pour être devant Wendy. Euh, Puis finalement, une fois n'est pas coutume, Michaela n'a pas réussi à aller au bout. Elle n'a pas réussi à finir le job. Euh, Elle fait deuxième, battue par la grande surprise canadienne Laurence Saint-Germain, qui n'est pas dans les 15, qui avait le dossard 18, qui n'avait jamais fait mieux que sixième, qui part de très loin. Je ne dis pas qu'on ne l'avait pas perdu de vue, puisqu'elle n'était même jamais en vue. Et puis Wendy, elle était aussi partie pour gagner. Et Wendy, finalement, on ne sait pas, on ne saura peut-être jamais si elle a enfourché ou pas. En tout cas, elle s'est arrêtée et puis du coup, elle a ouvert un boulevard à Saint-Germain. Oui, alors Shiffrin, analyse technique pour cette deuxième manche, parce que tu l'as bien dit, première manche, quasiment parfaite. Deuxième manche, elle est là et elle disquie. Elle disquie complètement. Elle part sur un faux rythme, elle n'arrive pas justement à positionner cette pression verticale au moment où il faut sur cette quantité de neige qui était très chaude et sur lequel il y avait quand même beaucoup de sel. Ce qui a très bien fait, la Canadienne, elle a remarquablement joué là-dessus. Elle a expliqué dans un interview, j'ai écouté un interview avec les Canadiens qui expliquait qu'elles avaient beaucoup travaillé sur ces neiges salées, justement par rapport à cette sensation de neige qui roule sous les pieds. Donc là, elle avait rien à perdre et puis du coup, elle a fait une magnifique deuxième manche. Mais j'ai regardé un nombre de fois incalculable.
chez les Suisses. Pour moi, Wendy, elle était hors sujet. Enfin, je veux dire hors sujet, elle était au-dessus du lot. Ouais. Pour moi, elle allait être médaille d'or, vu comme elle avait skié. Elle enfourche, donc ça a été redécomposé, elle enfourche bien. Ça fait Ok. partie du slalomeur, on en parle, à chaque fois on en parle, hein, le slalomeur, il n'a pas le choix, bam, elle a enfourché, mais elle était parfaite, elle était très très vite au moment où elle sort, je crois qu'elle a 73 centièmes d'avance au moment où elle enfourche. Donc, hypothétiquement, on peut refaire le monde, mais elle était partie pour faire en tout cas une médaille d'or. Et moi, j'ai eu une grande tristesse pour elle, parce que en tant que slalomeur, là, tu te dis waouh. Et c'est pas d'être passé au travers comme a fait Chiffrine, par exemple, qui skie pas à son niveau. Elle est ski remarquablement, boum, t'enfourches, c'est fini, c'est plié, et la course est terminée. Et quand tu vas très très vite, ben, c'est comme ça. C'est la loi, la dure loi du slalomeur ou de la slalomeuse, cher ami. Un petit mot sur les Françaises. Nasta, 15e pour ses 8e et derniers mondiaux. Elle a été plutôt actrice de sa performance, ce qui est déjà plutôt une satisfaction de sa part. Elle était très émue à la fin. C'est des courses qui lui ont vraiment coûté au niveau émotionnel, hein. Clairement, c'était un dernier rendez-vous qu'elle ne voulait pas manquer, hein. Clairement, Nasta, elle a traversé le temps, hein, comme Tessa, hein, c'est la même génération, elle a traversé le temps. Elle avait annoncé qu'elle voulait continuer justement pour vivre ses derniers championnats du monde. Elle a plutôt été, on va dire, à son niveau. Son niveau, c'est plus dans les 7, clairement. Mais en tout cas, elle n'a pas été. Alors c'est difficile de dire ridicule, hein, mais c'est pas le propos, hein. Elle a plutôt été actrice de sa performance. Et elle termine juste devant Marie Lamure. Marie Lamure, alors il a fait grand beau, hein, pendant 15 jours, mais c'est le rayon de soleil de cette équipe de France. Oui, alors Nasta, elle termine comme ça. Elle aurait aimé bien mieux, on est bien d'accord, avec cette piste, ce slalom qui était relativement long quand même, hein, un slalom qui dépassait les 50 secondes. Donc elle a tout essayé. Bon, c'est comme ça, un jour un petit peu moins bien quand même, je dirais, pour elle, par rapport à ce qu'elle a pu faire à l'entraînement. Et voilà, donc une belle, chapeau madame, belle longévité quand même. Elle a était là pendant un bon nombre d'années avec des blessures. Donc bravo encore à Nasta et j'espère qu'elle a su profiter malgré toute cette ambiance qu'il y avait autour du championnat du monde et pour les Françaises, pour compléter ce que tu dis d'ailleurs avec Marie Lamure qui a mis le feu au lac, qui a mis le feu là-bas à Courchevel au Calife et qui met le feu au parallèle et puis qui skie bien en slalom et qui fait partie de cette jeune génération dont on parle souvent, hein. On salue notre ami Greg Masson avec Dorian, avec Chiara, avec Clarisse qui n'était pas là, mais cette génération qui a pu faire enfin ses premiers championnats du monde et c'est bien dans l'avenir, dans 2 ans, c'est Salbar, dans 4 ans, c'est Cortina. Donc il y a de réels espoirs et des nanas qui arrivent avec des belles qualités techniques. Il y a encore beaucoup à travailler évidemment, mais c'est le quotidien des skieurs et des sportifs. Bon, Marco, tu vas faire bref. Bref, alors non, alors Bref, pour attends, finir. avant, je te coupe, on a oublié Steven Amier et puis Léo Wagnon en slalom, parce qu'ils avaient fait Oui, les petits jeunes, c'est la même génération. Steven, il avait fait le job en premier. Il n'a pas réussi à il a pas réussi à le finir, le pot. Finalement, le plus malheureux de la bande, c'est Bastoun, c'est le papa, qui était dans tous ses états au pied de la piste. Et Léo, il a été acteur en JS et un peu moins, ils n'ont pas encore les 2 manches dans les pattes. C'est vrai, en tout cas, Steven qui avait tout pour, hein, il part 2 dossards devant Christo, bah, il part un peu à l'envers dans ce mur et puis du coup, il reste là. Bon, ça fait partie de l'expérience, on va dire, hein. Ça fait partie de l'expérience indispensable pour être que meilleur à l'avenir. En tout cas, moi, je le félicite parce que sa première manche était exceptionnelle et à son niveau, puisqu'il est arrivé de Coupe d'Europe, il avait fait 3e. Et Léo, moi, j'étais en bas avec son papa, la 2e manche, qui nous fait
qui nous fait des bonnes sections. Donc, moyen de se satisfaire pour ces jeunes. Bravo en tout cas. Alors, tu me promets de faire court, hein? Tu me promets, hein? Ouais, Ton promis, coup de promis. cœur, et ton coup de cœur. Allez. Mon coup de cœur, c'est la quinzaine exceptionnelle de soleil et de conditions atmosphériques fabuleuses pour ces championnats du monde. Une belle réussite. Un coup de cœur pour les volontaires qui ont travaillé pendant d'arrache-pied avec toute cette organisation. Et puis moi, j'ai le coup de cœur quand même de Peintu. De Peintu, il fait sa médaille chez lui. Il fait la médaille chez lui. Quelle réussite pour nous les Français. Même si j'ai un petit faible évidemment pour Odermatt, pour les slalomeurs, ou de l'autre côté aussi avec Shiffrin, mais le coup de cœur, c'est Peintu, je pense, quand même. Faire sa médaille chez lui, c'est exceptionnel. Et ton coup de cœur? Ah bah, j'en ai parlé, je ne dis pas sur le terrain, je me suis fait légèrement, on en a parlé avec les coachs, c'est les formats de tracé qu'on voit aujourd'hui. Pas qu'en Coupe du Monde, championnat du monde junior, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc, c'est un peu ça qui me tracasse un peu sur l'avenir, comment les choses vont évoluer pour faire des choses avec un meilleur spectacle, je dirais un meilleur spectacle encore. Et voilà, c'est tout. C'est un peu le coup de. La dernière fois, on avait parlé de coup de gueule, mais oui, c'est un peu ce qui me titille un peu, ouais, sur cette quinzaine. Ok. Marc, on s'arrête là pour ce numéro spécial mondiaux. On revient la semaine prochaine parce qu'on rebascule sur la Coupe du Monde. Les garçons, figurez-vous, ont repris l'avion, direction les États-Unis, Squaw Valley, un géant slalom. Alors, on en reparlera la semaine prochaine, Marc, on peut parler d'hérésie par les temps qui courent, d'hérésie tout court, hein, d'aller 2 fois aux États-Unis dans la même saison. Il y aura Aspen la semaine d'après pour la vitesse. Et les filles, c'est un petit peu plus raisonnable et elles ne vont pas aller très loin. Elles vont aller à Crans-Montana pour les épreuves de vitesse. Ouais, à Crans-Montana où il y avait de la neige, où il a fait chaud, où Patrice Morisot, le directeur d'épreuve, commençait à être inquiet. Et puis, il fait beau, il fait chaud. Et puis, sauf que là, le mauvais temps et la neige sont annoncés pour la fin de semaine en Valais. Voilà. Donc, on reparlera ça la semaine prochaine, Marc. D'ici là, bon ski. Bonne semaine à toi. Ouais, on va essayer avec le peu de neige qui nous reste, mais on va essayer, oui, bien sûr. Puis toi, ne pars pas aux États-Unis à la rame, ça ne servira à rien non plus. Hein, Non, on va rester là. On a le magazine à boucler avec des belles photos. On espère des textes intéressants et on est encore là-dedans. Voilà. J'ai une question à te poser pour finir, parce que c'est maintenant que moi qui te la pose. Dis-moi. Vous nous faites un spécial championnat du monde? Oui, il est en Ah, cours. Il y a une centaine de pages et il y en a une 30, entre 30 et 40 sur ces championnats du monde. Beaucoup de photos. Nos amis et photographes de l'agence Zoom, Thierry Guillot, le photographe du Dauphiné Libéré, ont passé 15 jours les pieds dans la neige. Ils ont sorti vraiment des très belles photos. Et maintenant, il faut choisir. On va raconter ça, un feuilleton. On va revenir au jour le jour sur les petites anecdotes, sur les photos marquantes, une présentation. Voilà. allez, super. Un petit album. C'est en cours. Bon, tu m'en mets un Allez, de côté, Merci à toi, merci à tous. allez. Et à bientôt. Ciao. Ciao. Bravo à Courchevel, Méribel. Ciao, ciao.